du coup, j'invite justement ceux qui seront artisans du réel ou artistes du réel prochainement à me rejoindre. Daniel Cadot, Margot Tanouri, Tom Bourdi et Laure Sénichon. En espérant ne pas avoir écorché vos noms. Pour la prise de parole la plus... Moi, j'ai envie de dire la plus intéressante de la journée, parce qu'en fait, c'est la photographie du réel. C'est-à-dire que Manuel, David, Jérôme, Olaf, sans leur jeter la pierre, sont déjà d'une autre époque. Comme moi, d'ailleurs. On est déjà d'une autre époque. Et le monde à venir, ou les mondes à venir, ils sont là, j'espère. Enfin, moi, j'en doute pas, d'ailleurs, mais... Donc, merci de votre présence. L'intitulé de mon mémoire s'appelle « Concevoir des lieux magiques », mais finalement, je pourrais simplifier le titre et tout simplement parler de concevoir magique de manière générale, puisque, on va le voir, cette réflexion finalement ne s'attache pas qu'à la dimension spatiale de lieu, mais aussi à l'objet et à toutes sortes de créations de manière assez pluridisciplinaire. Donc évidemment, nous n'avons que 15 minutes pour présenter notre sujet. La thématique est très complexe, donc je m'excuse par avance de la densité du propos, mais je pense que ça sera quand même très éclairant. Voilà. Je vais débuter évidemment par la Genèse, en vous citant Novalis. Car c'est elle qui, semblable à un roi de la nature terrestre, opère d'innombrables métamorphoses, noue et dénoue maintes alliances, et entoure de son image céleste les choses d'ici-bas. Et c'est sa présence qui nous révèle les merveilles de l'empire du monde. Tel le récit mythique et biblique de la création du monde, la magie habite naturellement et dès la Genèse notre esprit d'une forme d'évidence originelle, mystérieuse. Le jardin d'Éden, lieu rempli de merveilles et de craintes à la fois, est lui-même à l'origine du monde, une racine magique donc, intrinsèque à l'existence de tout ce que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Ce questionnement et cette recherche autour de la magie, du rêve et de l'enchantement résultent d'une forme d'évidence de la discipline spatiale et architecturale à constituer l'environnement privilégié de l'homme, doté de l'extraordinaire capacité de sensible, de percevoir, comprendre, ressentir au-delà de sa réalité matérielle tangible. Un pouvoir merveilleux de l'esprit à penser, interroger, conceptualiser, rêver, résoudre et ressentir comme point central de la création. En somme, une recherche de sens par les sens. Mais c'est aussi un constat contemporain, celui d'une perte de cette sensibilité par la standardisation d'un monde capitalisé et exploité à l'extrême. La magie, cet art prétendu auquel on attribue le pouvoir d'opérer des effets surprenants et merveilleux, invoque un réel questionnement sur la manière de concevoir et produire dans un monde toujours plus standardisé, connecté, mondialisé, effréné, ignorant, infecté par un système généralisé qui s'éloigne de l'humain, du sensible et de l'intellect. Une fantasmagorie de la surenchère où tout se mélange, où la clarté, le sens, la subtilité laissent place à la désillusion. Marchand de tout, faiseur de rien, c'est une phrase de François Melon. Ce que j'appelle la conception magique veut refaire de nous des faiseurs d'impressions, d'idées, d'ouverture, de possibilités, de potentialités, de pluralité singulière. Je vois en cette inépuisable source l'occasion de toujours mieux dialoguer entre notre réel matériel et notre pensée, entre l'inconnu et l'évidence, pour atteindre une forme d'idéal créatif, sans complaisance, mais toujours habité d'intelligence, de singularité, et d'ouverture à notre existence. C'est ainsi que j'en suis venu à mon questionnement finalement qui a guidé tout mon mémoire. Comment concevoir et spécialiser l'enchantement comme idéal et aboutir à cette magie qui envoûte et transcende la simple matérialité des lieux ou des espaces. Je débute mon mémoire par une toute petite interlude qui s'appelle « L'écoute magique ». C'est tout simplement une sorte de proposition comme mon objet mémoire finalement incarnait aussi l'idée, je proposais une sorte de playlist de musique onirogène à écouter lors de la lecture. Donc ça faisait partie du discours. L'ouvrage était aussi parfumé, donc finalement l'ouvrage est lui-même un objet magique. Et en lisant toute la réflexion, on vivait aussi une expérience magique au même moment. Les vestiges magiques, donc c'est la première partie de ce mémoire. Comme évoqué précédemment, cette question de l'origine de la Genèse,
semble intrinsèque au concept magique, comme s'il était lui-même à l'origine du monde. Une forme de puissance miraculeuse dont l'homme aurait eu le privilège de pouvoir la conscientiser. C'est par l'imaginaire que se forme notre conviction de la valeur de la réalité. Se couper de son imaginaire serait perdre le contact avec le monde. Stanley Cavell. Ce qui me semblait tout à fait essentiel pour inaugurer cette recherche, c'était d'établir les premières formes de ce que l'on peut appeler la conception magique. Telle une fouille archéologique, je propose de déboussiérer les vestiges anciens pour mieux en cerner les tenants et aboutissants, révélateurs de sociétés complexes et extrêmement érudites. C'est de la religion associée à la recherche de compréhension que résulte le concept de magie. La magie constitue le terreau fertile du mythe de la création et constitue ainsi la légitimité à être considérée comme l'une des composantes indéniables de ce que nous sommes. Et c'est bien l'Égypte à qui l'on pourrait faire porter la digne et prestigieuse origine de la conception magique, puisque c'est de sa culture, encore aujourd'hui non élucidée dans sa totalité, que découlera l'ensemble des autres pratiques sociales et typologies religieuses. Le chapitre 1, les vestiges magiques, met en perspective ce rapport de contraste des interprétations et de la croyance comme fondement de cette culture magique dite occidentale. On passe d'une formalisation spectaculairement sobre et symbolique sous l'Antiquité à des recherches relevant plus d'une forme de réalisme et de maîtrise poétique dans la culture catholique qui suivra. Interroger l'origine, c'est aussi interroger la finitude, et la mort sera aussi une partie constituante de cette recherche magique, associant fulgurance lumineuse et obscurité inquiétante. Un double statut essentiel puisque la magie est avant tout une recherche existentielle. La Renaissance et le baroque, auxquels je consacre les deux sous-parties suivantes, constituent de cette mutation de la recherche magique qui inaugure une forme de détachement, plus ou moins affirmé, à l'origine religieuse, mais restant cependant à la gloire de l'homme comme figure de domination et non comme une pratique plus abstraite, issue de la pensée seule, d'une émancipation progressiste d'un penseur des Lumières par exemple. Architecturer les songes. Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l'obscurité, la lumière, les éléments, les aliments, le bruit, le silence, le mouvement, le repos, tout agit sur notre machine et sur notre âme. Jean-Jacques Rousseau. Le chapitre 2, Architecturer les songes, se consacre à une période historique fondatrice d'un éclaircissement intellectuel. Le XVIIIe siècle conceptualise clairement et énonce le sujet du rêve, de la magie ou de l'enchantement comme une réflexion créative, intellectuelle et émancipatrice, comme une démarche reconnue, légitime et nécessaire, associée au projet architectural et artistique. Une recherche plus authentique dans laquelle la connaissance scientifique s'affine, la nature se révèle merveilleuse et où les arts jouissent d'une folie libre et de la vision d'un avenir meilleur et idéal. L'homme se positionnerait comme un jouisseur libre, capable de contempler et sentir les merveilles du monde, amorçant un détachement à la fatalité religieuse du paradis et des enfers. Détaché de ses oppressions morales, le Créateur redécouvre le monde, l'univers, la vie et surtout sa propre pensée. C'est un foisonnement théorique, littéraire, poétique, philosophique, qui traitera notamment la question du sublime, associant ainsi l'expérience magique non pas à une simple expérience jouissive de la beauté absolue, mais à ce subtil rapport de fascination et de crainte respectueuse. Ce rapport de médiation complexe est essentiel à la bonne compréhension du résultat magique. Comme résultat archétypal, les fabriques et folies constitueront le nouveau paysage merveilleux de la conception architecturale dite pittoresque ou onirogène. Une typologie architecturale qui traversera les âges et fera des folies et des fabriques des sujets encore modernes et contemporains au XXe et XXIe siècle. Ce chapitre appuie donc l'idée d'une forme d'âge d'or de la pratique où tout restait encore à être imaginé, découvert et exploré, un XVIIIe siècle follement songeur, fabricant érudit de réalités poétiques. Architecture à l'ère du capitalisme émotionnel. Le XIXe siècle constitue un tournant majeur et fondamental dans l'utilisation de la conception magique. Des suites progressistes du XVIIIe siècle, de la Révolution et de l'industrialisation fulgurante, les symboles et idéaux changent, et le commerce devient le nouveau porte-étendard du merveilleux. Les grands magasins sont les nouveaux châteaux ou les nouvelles cathédrales des temps modernes. Ils deviennent les lieux d'un culte nouveau de la réussite, une réussite du « you can do it », une société de la soi-disant méritocratie, où tout est possible. En somme, une fulgurante religion nouvelle, le capitalisme.
La seconde moitié du XIXe siècle est justement l'âge d'or des grands magiciens, des prestidigitateurs, des illusionnistes, une pratique du divertissement quasi hypnotique où le réel est dissimulé derrière la façade. La similitude entre le grand numéro du magicien et les stratégies trompeuses des grandes industries est symptomatiquement liée. En résulte des emplois contestables où la démesure mène à la désillusion, offrant à la magie des formes et résultats galvaudés, caricaturaux, animés par l'appât du gain, de la séduction facile pour mieux vendre et séduire. On retrouvera cependant dans l'art une recherche encore incarnée, sensible et renouvelée pour le sujet magique, notamment dans le symbolisme, puis dans le surréalisme. Le XXe siècle sera surtout le siècle des images, où le cinéma et la photographie seront les supports de tous les nouveaux fantasmes créatifs les plus fantastiques, à la fois novateurs et dénonciateurs. Et enfin, je terminerai sur l'art de vivre magique, un 4e chapitre qui propose une forme de conclusion, ou du moins une porte aux multiples ouvertures vers des ailleurs toujours plus riches et fascinants, qui constituent la notion magique. Tout est magie ou rien, disait Novalis. Effectivement, c'est bien dans le tout que réside la puissance du magique. Cet art total ne laisse rien à l'écart et fait de notre condition d'être sensible le sujet absolu d'une démarche profondément incarnée et pluridisciplinaire. C'est une invitation à un rêve de contemplation et d'usage onirique, à user et réaffirmer une poésie de chaque instant, à ouvrir l'imaginaire des supports les plus évidents, mais aussi les plus communs, à faire émerger les tréfonds insoupçonnés du soupçonnable et du pressenti. Car la réalité est habitée d'un enchantement tout aussi réel que sa tangibilité, la magie et la poésie habitent le réel. Il suffit de la souligner ou d'offrir les moyens de la remarquer, pour être et devenir magique et faire des songes, enfin, une réalité. Je vous remercie. Du coup, moi je suis à l'ENSI depuis 5 ans. Avant ça, j'étais à l'ENSAMA et avant ça, j'ai fait une prépa, une MANA. Et donc là, je passe mon diplôme dans 10 jours, donc je suis un peu dans un tunnel. Donc, voilà, je risque de ne pas être aussi précis que tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Du coup, je vais vous présenter mon mémoire et aussi un peu comment il s'articule autour du projet de diplôme. Voilà. Donc, mon mémoire, je l'ai appelé Sheep Counting. Je le dis en anglais parce que je suis anglais, c'est pas pour... Voilà, Oui, ça a du sens pour moi. Oui. Et donc en fait, donc le sous-titre c'est Rêver avec le paysage. Donc en fait, ce mémoire il a été écrit sous la direction de Rachel Rajalu, qui est philosophe en esthétique, et elle a écrit un livre aussi sur le théâtre qui s'intitule Le théâtre et la vie. Et donc en fait, moi j'ai commencé ce travail avec 3 grands thèmes un peu de prédilection. Il y a l'enregistrement en milieu naturel, donc le son, et du coup le rapport à l'autre aussi, ce qu'on ne connaît pas, le rapport à l'animal, voilà, aux choses aussi. Et ensuite, il y a le théâtre, qui est aussi un grand sujet que j'aborde, qui est notamment dans la fabrication d'un spectacle, d'écriture théâtrale, quelle est toute la méthodologie jusqu'à arriver à un spectacle, et aussi la question du coup de la représentation théâtrale. Et enfin, un autre sujet qui m'intéresse, c'est la question de l'enquête. Donc l'enquête de terrain en design, mais aussi l'enquête, les scènes de crime, Agatha Christie, tout ça. Enfin, toute cette chose-là qui permet de... Voilà, je trouve ça passionnant juste de chercher des choses dans une enquête. Voilà. Et donc, en fait, du coup, je vais juste raconter une mini-histoire. C'est que, alors, en fait, on a tous vécu ça étant petit, ou même maintenant. C'est que, par exemple, quand on est dans une maison la nuit et qu'on entend un bruit, il fait très noir, donc en fait, on ne voit rien, et donc on se met à imaginer des choses, et du coup, à penser plus en termes de présence diffuse ou de forme floue. Et sans vraiment pouvoir nommer la chose qu'on entend. Donc en fait, c'est peut-être un loir, c'est peut-être une poutre, on ne saura jamais, mais en tout cas, cette attention à cette chose qui produit le son crée quelque chose qui se situe en fait entre soi-même et cette chose qui produit le son. Donc en fait, il y a comme un espace de relation entre ces deux choses que je trouvais très intéressant à étudier. Donc en fait,
on parlait de Baptiste Morisot et tout à l'heure, mais on n'est pas tant dans une recherche d'attention à l'autre, à la nature, mais aussi une recherche d'attention à soi. Qu'est-ce que nous, qui sommes-nous, pourquoi on pense comme ça, pourquoi notre imagination émerge de cette manière, etc. Et donc en fait, ce moment-là, quand on est petit dans une maison, en fait, c'est ce que j'ai voulu essayer de recréer avec mon mémoire. Donc j'ai créé tout un protocole autour de ça pour essayer de retrouver en fait cette attention particulière qu'on a aux choses en fait. Et du coup, avec Rachel, du coup, on parlait énormément. Enfin, du coup, forcément, moi. Mais et du coup, on a appelé cette chose un spectre. Donc c'est du coup pour référer à ces présences diffuses, on parle de spectre, cet espace entre cette chose qui produit le son et moi. Et donc en fait, donc je suis allé dans ce petit village dans le Vercors qui s'appelle le village de Bellevise. Et là, j'ai mis en place un espèce de protocole. Je sais pas trop. Et du coup, en fait, je suis parti du coup sur le plateau pendant 1 mois en essayant de pousser à l'extrême toutes ces choses d'obscurité, de son et de solitude aussi, parce que quand on est petit, faut se l'imaginer, c'est parce qu'on est tout seul. Donc là, j'étais dans une tente avec un carnet pendant 1 mois, avec un enregistreur posé à côté de la tente. En fait, l'enregistreur, c'était un peu l'entité objective de ce qui se passait, et moi, j'étais du coup la personne qui allait recevoir et du coup marquer, écrire toutes les choses que j'entendais, et toutes les voilà, dans l'objectif du coup de tisser une relation avec ces petites choses du paysage. Et du coup, la question du théâtre, elle est aussi très intéressante parce que du coup, là, on est dans une enquête à la recherche de ce spectre, entre guillemets. Mais du coup, le théâtre, c'est aussi penser aussi l'enquête en termes de représentation future de forme théâtrale. C'est du coup aussi penser l'enquête dans une forme de fiction aussi. Donc en fait, quand j'écris ou quand j'imagine les choses, en fait, on est vraiment en train d'imaginer, de se mettre en scène et aussi de mettre en scène les choses qui sont autour, donc les oiseaux, les poutres, pas de poutres, mais enfin voilà, toutes les choses. Donc en fait voilà, donc tout le mémoire en fait c'est une tentative de retrouver cette chose en fait, cette entre soi-même et le son en fait, enfin voilà le fantôme en quelque sorte. Donc voilà, c'est juste des images, donc voilà. Et ensuite je l'ai appelé du coup compter les moutons, parce qu'en fait pour moi compter les moutons c'est le moment du sommeil où on est en train à la fois d'énumérer les choses qu'on entend, mais aussi de rentrer en fait dans une phase du coup de cerveau sous-actif, là où je sais plus. Mais du coup on commence à rêver, donc en fait rêver avec le paysage, en fait c'est aussi le moment du rêve qui permet ce lien avec les choses qu'il y a autour de soi. Donc voilà, j'ai fait énormément de prises de son, j'ai fait aussi des tests de scéno. Voilà, j'avais vraiment envie de faire un spectacle à partir de ça. Et ça c'est donc ça c'est le spectre du sonore justement. Donc ça je crois que c'est un coucou, qu'on voit du coup sur le spectre. Et voilà, donc ça c'est juste des. Et dedans il y a tous les dialogues avec Rachel aussi, avec ma directrice de mémoire, qui sont répertoriés comme ça par date. Voilà. Et il y a une partie sonore à l'intérieur, donc un peu, du coup, dans l'idée d'écouter du coup le son en fonction des chapitres aussi du bouquin. Et donc ça c'est du coup, j'ai un peu de temps encore, 5-30 secondes. Oui, t'as encore du temps. Ah oui. Et donc ça c'est le projet de diplôme du coup que j'ai appelé The Lost Drummer Got Hit by a Car. Du coup le joueur de tambour s'est fait écraser par une voiture. Et en fait ça provient d'un mythe qui existe du coup en Angleterre, dans les Landes du Yorkshire. Du coup moi je suis parti là pour le projet de diplôme, effectuer un peu la même enquête que j'ai faite pendant le mémoire, dans l'objectif du coup cette fois-ci de faire un spectacle du coup vraiment avec des vrais gens et des vraies choses vraies. Et du coup dans ce paysage en fait il y a l'histoire d'un petit joueur de tambour qui
au XVIIIe siècle a disparu en guidant des troupes militaires et soi-disant, en fait, on entend encore dans les Landes le son du tambour, en fait, qui résonne dans la vallée. Donc en fait, moi je suis parti là-bas dans l'objectif un peu d'essayer de retrouver ce joueur de tambour. Et ça, c'est du coup un radar qui surplombe le paysage. C'est un radar qui servait pendant la guerre froide à observer les missiles, voilà. Et du coup, moi, l'idée, c'était vraiment de venir observer le paysage. Et du coup, pour faire ça, j'ai du coup créé des sortes d'instruments de musique, des instruments de mesure, de captation, mais aussi qui permettent d'émettre des sons pour les mettre en scène du coup dans ce paysage. Donc là, j'ai fait intervenir mes grands-parents et une amie à moi qui est venue avec moi. Du coup, ça a duré une semaine. Où tous les jours, on allait dans le paysage et on faisait des captations. Et donc, parmi les instruments, en fait, il y a une harpe éolienne, du coup, qui fonctionne grâce au vent. Voilà. Donc ça, j'ai travaillé avec un luthier pour ça. Donc c'est des objets un peu qui viennent capter certains paramètres du paysage. Donc celui-ci, c'est le vent, donc l'intensité du vent. Et ensuite, on a ça, c'est des capteurs à moutons. Donc en fait, ils viennent capturer le mouvement des animaux, enfin les enregistrer, dans l'objectif, en fait, tout ça, d'avoir assez d'informations pour créer un spectacle qui permette en fait de lier toutes ces choses. Bon, c'est pas fini parce que voilà, mais j'ai encore des choses à dire dessus. Et du coup là, donc ces objets, ils ont un peu un double statut. Ils sont à la fois objets de captation, du coup de recherche, mais aussi de représentation. Du coup, en fait, parce qu'ils s'incluent dans une forme théâtrale. Donc ça, c'est au théâtre de la Ménagerie de Verre où je vais faire ça du coup dans 2 semaines. Et voilà, donc là, je pense un peu tous les trucs, les branchements à effectuer. Et ça, du coup, c'est un peu du coup, je bosse avec une danseuse et un danseur et un géologue aussi qui va intervenir. Et voilà, donc il y a toute une narration et des histoires. Donc c'est un peu une sorte de conférence spectacle avec des objets, des scénos, des trucs. Donc voilà, qui en fait j'ai oublié de parler de l'objectif de ce truc, mais juste de recréer en fait l'enquête qui a été menée du coup en Angleterre avec ces instruments. Donc en fait, on ramène les instruments et ils rejouent ce qui s'est passé. Donc voilà. Et il y a une scène à la toute fin où c'est juste le paysage, les moutons qui jouent en fait. Il n'y a plus d'être humain. Et du coup, ça pose aussi la question de qu'est-ce que c'est que le théâtre sans public, sans spectateur, qu'est-ce que c'est que le théâtre dans le paysage, voilà. Toutes ces choses-là que j'ai un peu, enfin voilà, réfléchi dans ça. Mais c'est bien. C'est fini. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors moi, mon mémoire, il s'appelle Bienvenue chez elle, cinéma, femmes et espace. Je me suis intéressée pendant ce travail au pouvoir narratif extrêmement puissant que constitue le décor au cinéma. C'est un élément qui est densément travaillé. Tout ce qui apparaît au champ de l'image au cinéma, il doit faire sens, ou en tout cas il ne doit pas être en contradiction avec la fiction. Et c'est d'autant plus vrai pour les décors studio qui sont littéralement montés de toutes pièces. Et comme je me suis intéressée à un corpus de films américains de la fin des années 90 et au début des années 2000, ils sont très nombreux ces décors à être entièrement faits en studio. Je me suis intéressée à ces décors du coup comme lieu où habitent des personnages et comme prisme par lesquels on peut les définir. Donc j'ai cherché à m'intéresser plus précisément aux décors alloués aux héroïnes de ces films. Et aux espaces qu'on leur dédie, qu'ils soient physiques ou figurés. Donc j'ai cherché à faire des analyses de différents films en m'intéressant aux clichés, aux lieux communs qu'on pouvait trouver dans les décors. Par exemple, ici dans ce film La Revanche d'une blonde qui est sorti en 2001, on voit une palette de couleurs très attendue, une grande présence de textiles, des accessoires fantaisie, etc. Et en même temps, en étant attentif à la richesse et à la singularité des choses qui pouvaient proposer. Par exemple, si elle feuillette les livres d'un examen extrêmement compliqué qu'elle va réussir brillamment. Donc il y a tout ce jeu sur les apparences qui est matérialisé.
Et c'est également des espaces qui matérialisent des éléments spatiaux et des éléments esthétiques qui sont assignés au féminin, qui peuvent se compléter comme se contredire. Je me suis intéressée également au concept d'avoir un chez-soi pour les femmes qui peuplent ces fictions, en pensant du coup ces décors non pas comme de simples arrière-plans, mais des éléments qui viennent renseigner le spectateur actif sur la fiction qu'il regarde et également sur le monde où éventuellement il vit, dont il est un reflet plus ou moins déformé. Donc je vais vous commenter rapidement quelques exemples sur lesquels j'ai travaillé dans l'élaboration de ce mémoire. Je me suis servi du personnage de Brie Van de Camp dans la série Desperate Housewives qui a duré de 2004 à 2012 pour parler de la réactualisation du mythe de la femme au foyer, le mythe qui est apparu dans les années 50. Alors pourquoi un mythe? Parce que, comme l'explique Stephanie Coontz dans son ouvrage The Way We Never Were, le piège de la nostalgie, c'est une figure qui n'a jamais réellement existé. C'est une figure créée dans les années 50 aux États-Unis, à une époque où les femmes n'ont jamais autant travaillé finalement, et où elles commencent à s'émanciper fortement de leur foyer. Et la création de cette figure est juste un backlash conservateur qui est notamment largement relayé par des médias, dont des films. Un des médias qui a beaucoup participé du coup à l'élaboration de ce stéréotype, c'est notamment les séries télé. Donc là, on voit une capture de The Donna Reed Show, qui est une série culte aux États-Unis qui a été diffusée à la fin des années 50. Et donc on voit clairement que la famille Van de Camp cherche à être une réadaptation, sauf que plus personne ne parvient à sourire à part Brie. Chez les Van de Camp, alors on est dans un décor plus blanc que blanc, avec un camailleux qui ose aller parfois jusqu'au beige, et des couleurs sombres qui viennent contraster avec ce décor immaculé qui annonce les mœurs finalement très conservatrices et une manière très binaire de voir de la part de ce personnage. On voit également des surfaces brillantes qui viennent réfléchir la lumière et montrer qu'aucun grain de poussière n'est laissé poser une seule seconde. Donc c'est un décor qui est impossible finalement, qui est intenable et qui annonce aussi finalement une impossibilité de vivre comme ça. Et surtout, vu quand on voit la taille des maisons aussi et la surface à traiter, on voit tout de suite qu'il y a une impossibilité à gérer une maison de cette manière-là. Ce stéréotype, Brie, quelque part, son personnage, il le transcende par les déboires qu'elle va vivre, puisque la maison va devenir le lieu des drames personnels et aussi des drames qui vont dépasser la sphère personnelle. Donc ça va être des disputes dans les cuisines ou Brie qui va lentement sombrer dans l'alcoolisme et se réveiller ivre-mort sur sa pelouse. Desperate Housewives, c'est aussi une délocalisation de ce personnage de la femme au foyer. Brie, elle finit par jouer de ce personnage à des fins mercantiles. Elle devient traiteur, elle publie un livre de cuisine, donc elle va dans des studios et elle joue de ce personnage. Donc on voit comment est-ce qu'on peut s'en servir et comment elle-même elle va finir également par craquer dans cette posture qui est tout aussi intenable qui est dans les apparences, etc. Et je me suis également intéressée à la série Sex and the City, donc à ces 4 femmes. Une des révolutions de Desperate Housewives et de Sex and the City, c'est de mettre des femmes à l'écran, ce qui est extrêmement singulier à l'époque où elles paraissent, ces séries. Carrie, l'héroïne, du coup, elle contraste. C'est une femme singulière qui contraste dans un New York gris par ses habits chatoyants. C'est un personnage qui est très relié aux vêtements et au dressing. Donc ça, c'est l'appartement de Carrie Bradshaw qui vit seule. C'est un peu sa chambre à elle, finalement, qu'elle se paye grâce aux chroniques qu'elle écrit dans un journal. Donc on voit un appartement qui s'émancipe de porte, finalement, puisqu'elle n'a jamais besoin de s'isoler, étant toujours relativement seule ou dans une intimité choisie. C'est un appartement assez sobre où il y a une présence assez importante de livres, de magazines, de médias comme ça auxquels on ne prête pas forcément attention lorsqu'on visionne cette série, parce qu'on est accaparé par la pièce phare qui est le dressing qui est ouvert, donc on ne cherche pas à cacher les vêtements, on les célèbre, on les montre, on les expose en quelque sorte. Il y a donc ce rapport aux vêtements et au féminin qui est questionné par cette série, puisque c'est quelque part une assignation du féminin de devoir bien s'habiller et faire preuve d'une certaine élégance. En même temps, c'est quelque chose qui est frappé aussi parfois assez facilement qu'on peut accuser d'une certaine frivolité. Et du coup, c'est un espace où Carrie, elle évolue énormément. Elle a une sorte de bibliothèque finalement, parce qu'elle considère les créations qu'elle a comme des choses extrêmement importantes. Elle connaît les couturiers qui les produisent, elle les considère comme des artistes, et ses vêtements, elle les considère, ainsi que ses accessoires, comme de l'art qu'on peut porter.
Chez elle, Carrie, j'ai un peu analysé le fait que c'est une sorte de coulisse qui l'aide à s'habiller pour affronter le monde extérieur avec plus d'assurance. Et c'est un endroit qui est à la fois joyeux et à la fois sérieux pour elle. Pour aborder le monde du travail, je me suis intéressée au film Le Défiant Prada, où Meryl Streep incarne la tyrannique patronne, rédactrice en chef du Vogue américain Anna Wintour. Jamais on nous montre les pièces privées de l'appartement de Miranda Priestly parce qu'en quelque sorte le spectateur, je pense, n'aurait rien à y faire. Miranda, c'est une femme qui se définit par son travail. Alors on a cet intérieur assez convenu et c'est assez intéressant puisqu'on voit que l'équipe déco a choisi de garder un certain nombre de choses qui sont déjà dans cet appartement, puisque sur l'image ici, vous voyez les images qu'on trouve aujourd'hui dans les avis de vente de cette grande maison new-yorkaise qui est à vendre. Donc il y a un effort qui est fait quelque part de ne pas changer le mobilier qui est présent, qui est censé être celui des gens qui vivent dans ce genre d'espace. Miranda, l'endroit où elle passe ses nuits et ses jours, finalement, c'est son bureau. Donc ça m'a semblé intéressant de me pencher sur les objets qu'on pouvait y trouver, puisqu'ils devaient forcément dire des choses d'elle. Donc dans ce bureau, on remarque la présence de fleurs. Moi, pendant mon mémoire, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont une ancienne rédactrice en chef d'un hebdomadaire féminin, Isolde Williams, qui m'a dit que les fleurs dans ce genre de milieu, c'était le symptôme, la traduction d'un succès certain, parce que c'est que des choses qu'on offre aux gens. Le fait d'avoir un bureau aussi et de pouvoir s'isoler, c'est quelque chose de rarissime dans ce milieu où les rédactions, elles sont plutôt construites en plan ouvert, où les bureaux vont se retrouver tous ensemble dans le même espace pour faciliter la communication. On voit sur ces murs des accrochages de photos plutôt petites, plutôt minimalistes, en noir et blanc, qui annoncent une femme cultivée, sensible, intemporelle, etc., avec des goûts assez sûrs finalement. Et en fait, ce bureau créé pour le film, pour le coup, c'est une recréation directe du bureau d'Anna Wintour, qui affirme encore une fois le désir de brouiller la frontière entre la réalité et la fiction, qui en fait est assez importante dans ce film. Et la légende dit qu'elle a changé son bureau le lendemain de l'avant-première du film. Pour conclure mes exemples, je vais vous parler du film Virgin Suicide de Sofia Coppola. Donc c'est une maison assez triste dans une banlieue pavillonnaire où les jeunes filles à Lisbonne grandissent pour devenir adolescentes. Un intérieur assez terne, assez triste, assez de mauvais goût quelque part, un peu kitsch. L'endroit qui fascine, c'est les chambres où elles vont finir par être recluses par leur mère. Donc on voit un peu les proliférations d'objets qui traînent. C'est des décors qui sont vraiment remplis de couleurs poudrées, plus ou moins vides, mais des décors toujours assez oniriques. Des décors qui hypnotisent les yeux des gens qui les découvrent et aussi du coup le spectateur. J'ai trouvé ça assez intéressant de voir la vingtaine de boîtes de tampons que la réalisatrice décide de montrer à l'image, puisque ça fait partie des choses qu'on ne montre pas au cinéma, mais d'ailleurs comme chez soi. Donc je pense qu'il y a une volonté de s'interroger sur comment montrer l'intime. Il y a également dans ces chambres une très forte présence d'objets religieux et ésotériques. On voit des signes des zodiaques, des Vierges Marie, des chapelets, etc. Et c'est des décors finalement où on lit énormément de choses à la fois, je trouve. On lit à la fois la société de consommation au sein de laquelle les jeunes filles elles ont grandi, leur goût du détail, leur attachement à des menus objets qui pourraient paraître anodins pour d'autres. Pendant ce mémoire, j'ai aussi rencontré l'autrice Mona Chollet. Et quand on a discuté de ce décor, elle commentait les choix de Sofia Coppola en disant que c'était comme une manière de jouer un double discours. Elle dénonce l'enfermement et en même temps elle attire le spectateur qui a vraiment envie de le voir et d'avoir accès à ces images fantasmées d'une féminité parfaite et rêvée. Et voilà, du coup, à l'issue de ce travail, j'ai trouvé intéressant de réfléchir au terme de décoration de façon générale, puisque nous, comme on est en archi d'intérieur, assez souvent, on peut avoir tendance à nous renvoyer à la décoration, et dans notre milieu, c'est quelque chose qui est assez péjoratif. Alors que comme l'explique Penny Sparkle dans son ouvrage As Long as It's Pink, l'histoire des femmes et de l'intérieur, elle est extrêmement intéressante et riche. La décoration, au sens large, c'est l'aménagement,
d'une pièce, d'une maison, c'est le panachage d'objets de diverses époques, de styles, pour créer une ambiance dont on profite au quotidien. C'est la bonne hôtesse, elle sera aussi accueillir les gens qu'elle reçoit, etc. Donc il y a vraiment quelque chose en fait d'assez étonnant autour du fait que le terme de décoration soit péjoratif et qui du coup est peut-être à interroger à ce niveau-là. Bonjour. Pour introduire mon mémoire, ma présentation autour de mon mémoire qui s'appelle Beit Jeddah, la maison de mon arrière-grand-père, je vais vous faire visionner une vidéo que j'ai montrée lors de ma soutenance et qui peut apporter une forme d'aperçu de ce qu'a été ce mémoire. شو بتصير؟ تسألك كيف كنت عايشتها؟ كان كله تحت، كل شيء تحت، نحن قاعدين فوق، مثل كأنه بالجو. Mon père, il travaillait chez quelqu'un, il se réveille à 4 heures, il va travailler chez lui. Gros pierre comme ça, il porte sur son dos, il l'emmène. وفاء عميك ورا الصليب لفاء لبيته صار يجمع حجار هو يعمر. Voilà, donc Beit Jeddah, c'est l'histoire d'une maison traditionnelle libanaise qui a été construite pierre après pierre par mon arrière-grand-père. Et en fait, elle a été détruite en 1995, donc je ne l'ai pas connue telle qu'elle était. Et pourtant, depuis toute petite, j'entends des histoires dessus que me raconte ma famille. J'imagine ces pièces, ces objets, ces ambiances. Et en fait, j'ai voulu profiter de l'exercice du mémoire pour proposer une forme de retranscription par l'écrit de cette maison telle que je l'ai reçue. J'ai choisi un mode d'écriture non conventionnel pour ce mémoire et mon plan il s'est appuyé sur les différentes temporalités qui m'intéressaient autour de cette maison. Et donc tout d'abord de 1935 à 1938 qui est la temporalité où mon arrière-grand-père a construit cette maison. Donc dans cette première partie, je pose le contexte. Donc ça se déroule au Liban, qui est un tout petit pays du Proche-Orient et qui borde la mer Méditerranée. Et donc plus précisément dans le village de Kaerim, qu'on retrouve avec le point rouge et qui est en fait un petit village de montagne proche de la plaine de la Bekaa. Et ensuite, donc je raconte en fait l'histoire de la construction de cette maison qui suit un modèle de maison traditionnelle libanaise qui s'appelle la maison élémentaire. Donc, comme son nom l'indique, c'est une maison assez simple et elle est construite en fait avec des matériaux in situ. Donc les murs ils sont composés de 2 couches de pierre calcaire et remplis avec un remplissage au centre de cailloux, de terre et de chaux. Et donc les pierres calcaires, c'est des pierres qu'on retrouve beaucoup dans la région au Liban. Et donc pendant le travail du mémoire, j'ai aussi enquêté pour retrouver où étaient les pierres qui avaient servi à la maison, à la construction de la maison, puisque la maison avait été détruite. Et en fait, je les ai retrouvées et elles servaient à tenir une terrasse. Et donc ensuite, le toit, ça demandait de l'aide d'autres personnes du village qui l'avaient aidé en fait à construire ce toit qui est composé donc d'une couche de bois, une couche de paille et une couche de terre. Et donc qui était un des défauts de la maison puisqu'il y avait beaucoup d'infiltration d'eau. Dès qu'il pleuvait, il fallait damer le toit avec une pierre cylindrique, donc ça demandait beaucoup d'entretien constant. Et en fait, donc pour écrire toute cette première partie, je voulais garder la forme du récit et pour ça, je me suis inspirée de Fernand Pouillon qui a écrit Les Pierres sauvages. Dans cet ouvrage, donc, il se met à la place de Guillaume Batz, qui est le moine architecte de l'abbaye du Toronnet, qui est une abbaye cistercienne. Et donc c'est mêlé de faits réels et faits fictifs où on s'y perd un peu puisqu'il raconte une vraie architecture qui existe avec des vraies techniques, avec la véritable histoire d'un territoire. Et à la fois, il raconte tous les états d'âme de Guillaume Batz et pourtant, Guillaume Batz, il a construit cette abbaye en 1160, donc pas du tout la temporalité où Fernand Pouillon a écrit son ouvrage. Et donc j'ai repris certaines techniques d'écriture et même parfois certaines citations de Fernand Pouillon dans cette première partie.
Et la deuxième temporalité, donc on fait un saut dans le temps, c'est la période où mon père, mes oncles et mes tantes ont habité cette maison. Et en fait, souvent dans les projets d'architecture, on pose le contexte et après on nous dit me décris pas ce que je vois, mais raconte-moi ce qui s'y passe. C'est quelque chose que les professeurs nous ont souvent dit pendant nos années d'études. Donc je voulais là dans cette deuxième partie vraiment raconter la maison et à la fois la décrire un peu puisque le lecteur ou la lectrice ne pouvait pas forcément voir cette maison comme elle n'était plus là. Donc à partir de là, dans cette partie, à l'écrit, je commence en fait une visite fictive de la maison où je déambule dedans pièce après pièce et je décris en fait ce que je vois, ce qui est en fait ce que je m'imagine à partir de ce qu'on m'a raconté. Et il y a des histoires, des souvenirs et toutes sortes de récits qui viennent ponctuer cette visite. Et donc j'ai écrit toute cette partie à partir d'entretiens réalisés avec les membres de ma famille et dont vous avez eu des extraits dans la vidéo. Et donc je leur demandais en fait à chaque fois de me raconter un souvenir dans chaque pièce et naturellement venait la description de cet espace alors qu'au début quand je leur demandais simplement de me décrire telle pièce ça marchait pas, donc il y a eu tout un travail aussi d'entretien à savoir quelles questions on pose, comment pour avoir le plus de matière par la suite. Et à la fin je demandais à chaque fois de me dessiner un plan et souvent les plans reprenaient les histoires qu'ils m'avaient racontées juste avant et on voit que la perception des espaces aussi elle est très différente selon s'ils avaient vécu dans cette maison jeune ou plus tard, plus âgés. Et donc en fait cette maison elle m'a été racontée essentiellement par la parole et donc il y a plusieurs transmissions qui ont opéré. Il y a une transmission intergénérationnelle mais aussi interculturelle puisque j'ai pas grandi au Liban, j'ai grandi en France. Et une transmission qui passe d'une langue à une autre. Et donc, dans toutes ces traductions, en fait, il y a parfois des notions qui se sont perdues, et des choses que j'ai pas forcément comprises et que j'ai pris la liberté d'interpréter. Et à la fois, dans le souvenir, il y a aussi des failles, puisque la mémoire, par définition, elle va être subjective et souvent imprécise quand il s'agit d'une maison familiale. Donc, ça pose la question du vrai et du faux, et dans ce cas-là, les frontières, elles sont assez mouvantes. Et donc finalement, cette maison, ça a été presque un prétexte pour aborder différents sujets qui m'intéressaient. Donc ça m'a permis de dresser le portrait d'une manière de vivre à une époque qui était plus respectueuse de la nature notamment. Et à travers cette maison, j'ai pu approfondir donc différents sujets, donc l'imaginaire de la maison familiale, la mémoire et la transmission. Et j'ai pu faire dialoguer en fait du coup ces notions grâce à la forme d'écriture que j'avais choisie et qui jouait entre la réalité et mon interprétation. Merci. Merci beaucoup. Déjà, je vous remercie beaucoup de vos présentations. Elles sont toutes très claires. Vous avez tous et toutes respecté le temps, ce qui est formidable, étant gardien du temps. Et ce que je trouve... alors, d'abord, la diversité de sujets est toujours intéressante, parce qu'en fait, pour nous, c'est une photographie aussi de ce qui est au travail, si je puis dire, dans les écoles d'architecture et de design. Et on voit qu'il n'y a pas de chaise, par exemple. Enfin, c'est pas l'enjeu, quoi. Et je trouve que c'est toujours intéressant de se dire que c'est ni la chaise, ni finalement l'ornement qui sont en question, mais que c'est par un autre bout, finalement, que ces objets peuvent devenir des réponses, ou des dispositifs, ou des choses. Et puis je trouve que ça montre aussi en fait comment le moment du mémoire, et au-delà en fait du moment du mémoire, c'est-à-dire comment la recherche, l'enquête, l'analyse, le récit, en fait c'est des moments structurants d'une vision ou d'un positionnement pour une pratique de design ou d'architecture d'intérieur. Et ça, je sais pas si vous en avez conscience maintenant que vous avez fini votre mémoire. Mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose que chacune à votre manière, vous montrez. Et puis autre chose aussi que vous montrez et qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est les formes d'écriture. C'est-à-dire que la question du dessin, du son, du texte, des images, des objets, en fait ça dit autant de choses que d'écrire un mémoire, comme moi je l'ai fait à l'université, pénible, mise en page en Times 12, Word,
de façon un peu rébarbative, et où finalement on perd tout un tas de choses que le texte ne peut pas dire. Donc les hybridations que vous faites me semblent intéressantes pour la recherche, au-delà même de la question du design et de l'architecture. Et puis il y a un truc transversal aussi. Alors je sais pas si ce qui est revenu chacune à votre manière, c'est le rapport du réel et de la fiction. Alors, je sais pas si ça dit quelque chose de l'époque, certainement, mais ou si l'époque nous dit quelque chose à travers ça. Mais j'aimerais bien avoir peut-être un mot de chacune d'entre vous sur ce point précis. Et puis aussi sur... alors, c'est pas une question facile, donc vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Mais je me demandais, en fait, maintenant que vous avez fini ce travail-là, comment ce travail-là, il vous est utile pour vous dire, en fait, moi, ma pratique, c'est à ce type de questions qu'elle devrait répondre, ou auxquelles je voudrais répondre. Je sais pas si vous voyez si c'est très clair comme question, mais vous avez le droit de botter en touche, et voilà, c'est une conversation, c'est pas un oral de mémoire, je vous rassure. Pour revenir sur le premier point, donc sur cette espèce de goût commun, visiblement, sur la fiction, ou sur la notion d'imaginaire, de rêve, etc. Pour moi, en tout cas, comme je l'ai un peu dit dans mon introduction sur la genèse, avec le recul, j'ai analysé qu'il y avait quand même ce rapport d'une sorte de réaction à un constat qui est contemporain, qui est la manière dont on produit, réalise, conceptualise les choses aujourd'hui, qui est une réalité que je trouve assez désastreuse sur plein de points. On le constate notamment quand on fait des expériences de stage dans des agences, etc. On se rend compte que tout est automatisé, qu'on resserre la même chose à des sauces différentes et que finalement tout le monde est pris dans cette espèce de piège d'une répétition parce que le succès, lapin du gain, etc. amène à toujours reproduire les mêmes choses, et aussi parce que les cadences ne nous permettent pas de passer le temps nécessaire à des vraies réflexions profondes et intéressantes sur tous les projets. Donc pour moi c'est un peu l'explication de ce goût-là, finalement, de revenir un peu en arrière sur les choses, non pas d'être passéiste ou historiciste, mais de reprendre du recul sur une espèce d'avancée qu'on a eue depuis sur ces 50 dernières années, qui a été trop rapide, violente, presque irréfléchie sur de nombreux points. Et aujourd'hui, on commence à reprendre un peu le sens des réalités, à se rendre compte qu'on a un peu fait n'importe quoi, qu'on a été irréel, mais dans le mauvais sens du terme, et finalement reposer un peu les bases de cet aspect fictionnel, poétique, etc. Donc voilà un peu pour cette question-là. Ensuite, sur la deuxième, si j'ai essayé de bien comprendre la question, sur qu'est-ce qu'on en retire personnellement, à quoi on pourrait appliquer, on va dire, entre guillemets, cette réflexion. Oui, en fait, bientôt vous allez devenir designer, et en fait, qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Ouais. Alors, moi, j'en ai fait une sorte d'idéologie de projet, finalement très personnelle, puisque j'y ai trouvé, dans ce sujet-là et la manière dont je le creuse, une manière de me découvrir personnellement et de construire du coup toute une démarche de travail et de réflexion qui fait que ça suit tout mon processus créatif et tous les projets sur lesquels je peux travailler. Et finalement, ça m'a aussi ouvert à des champs beaucoup plus larges que l'architecture d'intérieur et le design, puisque je parle beaucoup de pluridisciplinarité, et c'est ce sur quoi je planche tous les jours, c'est-à-dire une maîtrise d'absolument tout, de A à Z, cette question de l'art total qui m'intéresse beaucoup, et où finalement je viens réfléchir évidemment au dessin de l'espace, des objets, mais finalement je suis aussi designer olfactif, sonore, culinaire, et en fait on devient un faiseur de tout. C'est une espèce de curiosité sans fin,
et qui permet, enfin qui est une espèce de recherche d'aboutir à une forme de perfection, on va dire, ou de maîtrise absolue du sujet. Par exemple, là, évidemment, mon sujet libre de diplôme traite directement du mémoire, ça ne pouvait pas vraiment découler autrement, où je travaille sur un domaine magique, donc une sorte d'application, plutôt orientée sur du projet privé. Pourquoi? Je l'ai expliqué, il y a cette espèce d'ambiguïté sur le monde commercial, ou quand on commence à travailler pour des marques, évidemment, on travaille cette idée du storytelling, cette espèce d'enchantement à travers des histoires, mais on est toujours confronté à ce moment où on le fait pour, au final, vendre un article, vendre un produit, promouvoir une image de marque, et finalement, cet aboutissement, il est contradictoire dans cette notion poétique pure de la conception magique. Donc là, on va dire la réponse absolue, la plus évidente et la plus pure, c'est de travailler dans du projet privé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de conception magique en dehors de ça, mais pour le coup, comme je suis à la quête d'une espèce de résultat le plus puriste possible de la théorisation de ce concept, évidemment, mon sujet libre travaille sur un espace privé qui cependant se visite. Donc on est sur cette espèce de double statut. Donc voilà, je sais pas si ça répond, c'est un peu... Vous avez le droit de pas répondre aussi. Moi je vais faire vite, je pense, mais sur le rêve et l'imaginaire, peut-être, moi mon point de vue c'était vraiment le théâtre. Enfin, du coup, comment le théâtre permet avec toutes les ce que le théâtre permet, comment est-ce qu'il peut donner une lecture du réel complètement de l'ordre du spectaculaire, et quand on est un spectateur, on y croit, alors que il y a une comédienne et une chaise, par exemple. Enfin, et il se passe toute une capacité, et c'est le lieu qui permet ça. Donc ça, je trouve ça c'est vraiment mon point de départ. Et après, moi, la réponse de tout ça, moi j'aimerais, le but ce serait de relier recherche et théâtre. Enfin, je sais pas comment, mais de réussir à allier, à faire travailler ensemble des comédiens et des chercheurs, des géologues, des planétologues. Et ensuite, je sais pas, de créer une sorte de compagnie avec plein de gens différents. Voilà, pardon. C'est très clair, Daniel. C'est vrai. Ouais. Moi, pour ce qui concerne la fiction, je trouve que c'est des choses assez réconfortantes. Je suis une grande consommatrice de romans aussi, et je trouve que parfois dans les fictions, on trouve des moments de justesse, et c'est quelque chose de réconfortant de se dire que ça traduit une émotion qu'on a et qui existe aussi par d'autres gens, qui est éprouvée par d'autres gens. Donc je trouve ça toujours très agréable. Après, moi, j'ai choisi de m'intéresser à des choses à des films qui sont entre guillemets très clichés, qui sont généralement mal vus alors qu'on les consomme en masse. Donc il y a le grand jeu de t'as regardé ça, mais en fait tout le monde l'a regardé, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est des films qui sont regardés de manière assez dédaigneuse, alors que globalement c'est des progrès énormes. Quand j'ai rencontré Isolde Williams qui travaille dans la presse, elle me disait que quand Desperate Housewives est sorti, ou Sex and the City, mais surtout Desperate Housewives, c'était les premières incarnations de femmes de plus de 40 ans à la télé qu'on avait depuis toujours, et elles s'en servaient constamment dans la presse comme image d'illustration pour plein de choses diverses. Après, moi j'aime beaucoup les objets, donc le décor de cinéma dans le foisonnement d'objets qu'il offre à voir me satisfait beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de composer des corpus, et aussi l'idée que rien n'est placé au hasard. Il n'y a jamais de fainéantise dans le travail de chef déco. Et pour avoir fait un stage aussi dans ce domaine, il y a une vraie écriture d'une narration parallèle à l'histoire qui se met en place, puisque finalement, un réalisateur, il va pas avoir beaucoup d'idées sur une déco possible. Il va avoir des chefs décorateurs qui vont lui présenter des inspirations, souvent des photographies ou des peintures, qu'il va approuver, et ensuite on va laisser carte blanche à quelqu'un pour recréer cet espace et tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est un travail extrêmement dense, et moi c'est ça que j'apprécie, c'est le fait
créer une atmosphère en laissant rien au hasard, en apportant à chaque détail, que ce soit le mur ou ce qu'il va y avoir sur un bureau, etc. Comment est-ce que chaque petit objet ou grand objet peut faire sens. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que je rejoins du coup sur la question du réel fiction. Et personnellement, c'est quelque chose qui est arrivé dans mes projets au cours de l'année dernière assez naturellement et que maintenant j'explore beaucoup. Et là, dans la question de cette maison aussi, la maison de mon arrière-grand-père, en fait, je me suis rendu compte petit à petit en écrivant et en écoutant tous les récits qu'il y avait tellement une part de fiction qui était énorme et dont je ne me rendais pas compte forcément au début. Et par rapport à qu'est-ce que ça peut devenir par la suite, moi c'est plus la démarche de recherche autour d'un territoire et à la fois des personnes qui ont vécu des récits, des mythes, etc., qui en fait dessinent aussi autant ce territoire que l'espace en lui-même et qui je pense sont indispensables pour créer des projets par la suite et que j'aimerais continuer à aborder de cette manière-là. Et dans le cadre de mon sujet libre, du coup c'est marrant, je me suis tournée vers le théâtre aussi et du coup c'est hyper inspirant ce que tu as montré. Et je pense que c'est aussi une manière de relier tout ça, le théâtre, et qui donne à voir en fait tout un imaginaire qu'on peut se créer à partir d'un espace. Et voilà, ça c'est... Je sais pas s'il y a des questions, des remarques. On peut aussi prolonger la conversation. La journée est finie et on parle de manière plus informelle. Voilà, très bien. Merci beaucoup du coup.